On a 400 000 paysans à peu près aujourd'hui en France, un peu moins de 400 000, on en aura 200 000 dans 10 ans. Donc on a un véritable enjeu à faire en sorte que des jeunes et des moins jeunes reviennent sur nos terres pour nous nourrir. Je vous propose qu'on regarde la vidéo des récents diplômés d'AgroParisTech, 7 minutes, pour camper un peu le débat des enjeux autour de la résilience alimentaire et de comment on va se nourrir à court et moyen terme. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme vous le voyez, on n'est pas que Lola. Là, le discours qu'on va faire, c'est un discours qui vient de nous tous, ce collectif-là. Et donc, les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après 3 ou 4 années à AgroParisTech. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières, trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs, concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres, développer des énergies dites vertes qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde. Pondre des rapports RSE d'autant plus longs et délirants que les crimes qu'ils masquent sont scandaleux. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter. Nous nous adressons à celles et ceux qui doutent, que ce doute soit quotidien ou fugitif. À vous qui avez accepté un boulot parce qu'il faut bien une première expérience. À vous dont les proches travaillent à perpétuer le système et qui sentez le poids de leur regard sur vos choix professionnels. À vous qui, assises derrière un bureau, regardez par la fenêtre en rêvant d'espace et de liberté. Vous qui prenez le TGV tous les week-ends en quête d'un bien-être jamais trouvé. À vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, qui trouvez souvent que ce monde est fou, qui avez envie de faire quelque chose mais ne savez pas trop quoi, ou qui espériez changer les choses de l'intérieur et n'y croyez déjà plus. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche, car il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous aussi, nous avons douté et nous doutons parfois encore. Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins. Comment est-ce que ça a commencé ? Nous avons rencontré des personnes qui luttaient et nous les avons suivis sur leur terrain de lutte. Ils nous ont fait voir l'envers des projets que nous aurions pu mener en tant qu'ingénieurs. Je pense à Christina et Emmanuel qui voient le béton couler sur leur terre du plateau de Saclay. Je pense à ce trou desséché, une compensation bien dérisoire à une mare pleine de tritons. Ou encore à Nico qui voit de sa tour d'immeuble les jardins populaires de son enfance rasés pour la construction d'un écoquartier. Ici et là, nous avons rencontré des personnes qui expérimentent d'autres modes de vie, qui se réapproprient des savoirs et des savoir-faire pour ne plus dépendre du monopole d'industries polluantes. Des personnes qui comprennent leur territoire pour vivre de lui sans l'épuiser, qui luttent activement contre des projets nuisibles, qui pratiquent au quotidien une écologie populaire, décoloniale et féministe, qui retrouvent le temps de vivre bien et de prendre soin les unes les uns des autres. Toutes ces rencontres nous ont inspirés
pour imaginer notre propre voie. J'habite depuis 2 ans à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où je fais de l'agriculture collective et vivrière, entre autres choses. Moi, je suis en cours d'installation en apiculture dans le Dauphiné. J'ai rejoint le mouvement Les Soulèvements de la Terre pour lutter contre l'accaparement des terres agricoles et leur bétonisation partout en France. Je vis à la montagne, j'ai fait un boulot saisonnier et je me lance dans le dessin. On s'installe en collectif dans le Tarn sur une ferme tardelien avec un paysan boulanger, des brasseurs et des arboriculteurs. Je m'engage contre le nucléaire près de Bure. Je me forme aujourd'hui pour m'installer demain et travailler de mes mains. Nous considérons que ces façons de vivre sont plus que nécessaires et nous savons qu'elles nous rendront plus fortes et plus heureuses. Vous craignez de faire un pas de côté parce qu'il ne ferait pas bien sur votre CV, de vous éloigner de votre famille et de votre réseau, de vous priver de la reconnaissance que vous vaudrez une carrière d'ingé agro. Mais quelle vie voulons-nous? Un patron cynique? Un salaire qui permet de prendre l'avion? Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon? Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite? Un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocoop? Et puis, un burn-out à 40 ans? Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui bout quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas que nos mômes nous demandent des sous pour faire du shopping dans le métavers, parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf, mais repeint en vert. N'attendons pas le 12e rapport du GIEC, qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre qu'aggraver les problèmes, et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. Vous pouvez bifurquer maintenant. Commencer une formation de paysan boulanger, partir pour quelques mois de woofing, participer à un chantier sur une ZAD ou ailleurs, vous engager auprès de celles et ceux qui en ont besoin, vous investir dans un atelier vélo autogéré ou rejoindre un week-end de lutte avec les soulèvements de la Terre. Ça peut commencer comme ça. À vous de trouver vos manières de bifurquer. Voilà, j'avais envie de partager ça ce matin pour commencer. Je pense que ça nous donne le là sur cette nouvelle génération. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à ces questions-là et on n'avait pas ces discours-là à cette époque. Donc si on vient rapidement sur le constat aujourd'hui de la situation dans laquelle on est, je pense que vous avez tous connaissance du dernier rapport du GIEC qui nous donne 3 ans pour un petit peu inverser la tendance. On est tous conscients des pollutions qui sont liées aux intrants chimiques, sans parler de l'eau, de l'air, des sols, la perte de biodiversité qui est quand même un des enjeux fondamentaux, la crise du milieu agricole. On a à peu près 2 suicidés dans le milieu agricole par jour. Il faut savoir qu'en 60 ans, on a perdu 9 paysans sur 10. Donc on a vraiment une crise aujourd'hui d'un métier qui est totalement en déshérence. On a 400 000 paysans à peu près aujourd'hui en France, un peu moins de 400 000. On en aura 200 000 dans 10 ans. Donc on a un véritable enjeu à faire en sorte que des jeunes et des moins jeunes reviennent sur nos terres pour nous nourrir. Et puis, on a bien entendu tous les enjeux alimentation, santé, qui sont assez nombreux, qui sont d'ailleurs une des principales raisons aujourd'hui pour que les citoyens rejoignent des circuits courts, des AMAP, les marchés, etc., etc. Sans parler de l'impact du CO2 de notre alimentation. Vous savez tous que l'alimentation carnée à laquelle nous sommes habitués n'est pas, on va dire, ni souhaitable ni durable dans le monde qui arrive. Et puis dans les bonnes nouvelles, il y a le premier baromètre de l'agroécologie qui a été publié début février par Terre et Humanisme. On a 87% des Français qui estiment que l'agroécologie, c'est la solution alternative au modèle actuel d'agriculture. Voilà. Et puis on a d'autres solutions qui sont aussi les AMAP. Et avant de passer la parole à mes petits camarades, je voudrais juste vous lire les premières lignes de ce livre sur, on va dire, l'émergence de ces premiers réseaux. L'histoire commence dans les années 60 au Japon. Dans la baie de Minamata, des familles de pêcheurs sont atteintes de maux graves et étranges. Leurs enfants naissent handicapés. Depuis 10 ans déjà, le coupable est connu, le mercure, rejeté dans la mer par l'usine locale de pétrochimie. Gorgés de ce métal lourd, les poissons contaminent ceux qui les mangent.
Bouleversés, les Japonais voient leur conscience aiguisée. Ils accueillent avec méfiance les nouvelles orientations de leur politique agricole. Monoculture intensive, engrais et pesticides chimiques au service du rendement. Des mères de famille se regroupent, cherchant une solution pour assurer la protection de leurs enfants contre les méfaits redoutés de ces nouvelles pratiques. L'idée émerge. Ensemble, elles ont assez d'argent pour acheter à l'avance toute la production d'une ferme. En échange de cette sécurité financière, le paysan s'engage à leur fournir des aliments de qualité, sans intrants chimiques. Les teikés sont nés. Les teikés reposent sur la confiance. Pas de label bio ou de contrôle étatique, mais une relation directe entre deux personnes qui se respectent. On se connaît, on se comprend, on est loyal. En Europe, quelques communautés expérimentent dans les années 70 des systèmes comparables. Chez nous aussi, l'industrialisation de l'agriculture questionne. Les premières coopératives bio se lancent, des savoir-faire alternatifs s'enseignent. L'idée traverse l'Atlantique. Un Suisse formé à l'agriculture biodynamique rencontre une fermière du Massachusetts. Ensemble, ils imaginent en 1986 la première CSA, qui veut dire Community Supported Agriculture, agriculture soutenue par la communauté. Leur concept rejoint celui des teikés, qu'ils ne connaissent pourtant pas encore. À peine une décennie de plus et l'aventure gagne le Canada. Au Québec, ces paysans sont considérés comme des fermiers de famille. Enfin, à l'aube de l'an 2000, Denise et Daniel Villon, maraîchers varois, rendent visite à leur fille à New York pour la naissance de leur petit-fils. Ils en repartiront avec un idéal qu'ils nommeront AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Voilà, c'était il y a 20 ans que les premières AMAP ont commencé en France. Aujourd'hui, on pense qu'il y a à peu près 2000 AMAP, ce qui veut dire à peu près 350 000 personnes et à peu près 50 millions de produits, on va dire, achetés. Voilà. Au Japon, c'est 1 foyer sur 4, et ça, c'est des données qui ne sont pas actualisées, donc c'est 16 millions de Japonais, mais je pense qu'aujourd'hui, on est à plus. Et puis, aux États-Unis, on parle de 13 000 exploitations agricoles qui correspondent à 100 000 familles. Ça, c'est des chiffres d'une dizaine d'années aussi, donc je pense qu'ils sont également beaucoup plus. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence, Laure, peut-être par... J'aimerais qu'on balaye finalement concrètement ce que les AMAP nous ont permis de mettre en place et de vivre comme expérience. Et puis après, on prendra un peu de hauteur pour voir dans quelle mesure ce modèle peut nous inspirer à l'heure où la résilience alimentaire dans la région Nouvelle-Aquitaine est de moins de 2 jours. Donc s'il n'y a plus de camions au bout de 2 jours, si vous n'avez pas de potager, ça va être un peu compliqué. Voilà. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, moi je me suis engagée en AMAP en 2010, en fait plus précisément en 2009. Parce qu'il y a une AMAP qui s'est montée sur Mérignac. Ça faisait très longtemps que je cherchais ce système-là de consommation pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, j'ai toujours été habituée à manger des légumes du jardin, même si ce n'était pas la production de mes parents. Mais voilà, on a toujours acheté des légumes chez des maraîchers. Donc ça m'importait. C'était déjà ça la première motivation. La deuxième motivation, c'était aussi l'engagement solidaire. Puisque rentrer dans une AMAP, ce n'est pas juste aller faire son marché et puis acheter des produits. Il y a aussi toute la dimension solidaire, et cette dimension solidaire-là, en fait, je la cherchais donc, auprès d'une AMAP. La première AMAP a été fondée en 2009 à Mérignac, la première AMAP de Mérignac a été fondée en 2009, et avec la volonté d'essaimer et de créer plusieurs AMAP sur la commune, puisqu'on est une commune quand même qui est très étendue. À l'heure actuelle, il y a 8 AMAP sur Mérignac. Voilà, donc en 2010, moi je fais partie du premier groupe qui a essaimé sur le quartier de Capéron. On avait une ligne de conduite qu'on a gardée depuis le début et à laquelle on ne déroge pas. Chez nous, l'engagement, c'est de signer un contrat avec les maraîchers. Voilà, en gros, c'est le ticket d'entrée sur la map. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste sur ça? Parce qu'on s'est quand même rendu compte que les maraîchers sont les plus en difficulté au niveau production, et c'est eux qui subissent le plus les aléas, entre autres les aléas climatiques. Voilà, donc c'est vraiment important pour nous d'avoir ce lien-là avec eux. L'intérêt de la MAP, comme le disait Françoise, c'est aussi qu'on a un lien direct avec nos producteurs. Donc on sait concrètement quelles sont leurs difficultés, comment est-ce qu'ils produisent, comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils font pour écouler les surplus, comment est-ce qu'ils font pour réguler les périodes où justement il y a peut-être moins de production.
Voilà. À côté de ça, après, on s'est dit que pour qu'une AMAP fonctionne, pour que les adhérents restent, parce qu'en fait, c'est ça aussi, hein, on peut pas faire une AMAP avec 10 adhérents, c'est pas viable. On s'est dit, il faut trouver d'autres producteurs qui vont nous apporter d'autres produits que des légumes. Alors honnêtement, en 2010, ça a été un petit peu compliqué de trouver des producteurs. Bon, on est allé chercher ce qu'on connaissait déjà de la première AMAP. Et puis après, au fur et à mesure, en fait, on a eu des propositions des producteurs qui finalement ont réalisé que le réseau AMAP, ça fonctionnait peut-être plutôt bien. Et donc, on a eu des propositions via la boîte mail. Donc, à l'heure actuelle, on a à peu près une dizaine de contrats que j'appellerais réguliers, sur lesquels il y a un engagement à l'avance de la part de nos adhérents. Et puis, à côté de ça, on a aussi quelques produits qu'on propose en commande ponctuelle parce qu'on s'est rendu compte que l'engagement régulier n'était pas judicieux dans ce cas-là. Voilà. Bon, en gros, voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais vous dire. Après, bon, j'ai plein d'autres choses à vous dire, mais je vais laisser la parole à Manu et Karine. Juste en résumé, donc, ce qu'on comprend, c'est que ça permet à des paysans de se sécuriser sur une partie de leurs revenus. Oui. C'est-à-dire qu'ils savent qu'à l'année, ils ont vendu à 30 familles X paniers, et donc ils sont sécurisés sur leurs revenus économiques, ce qui n'est pas le cas quand on vend dans d'autres circuits dans lesquels on n'a pas de visibilité. Oui, voilà, parce qu'en fait, sur le contrat maraîcher, il y a un engagement donc, sur l'année complète, et tous les produits sont réglés avec 2 mois d'avance. C'est-à-dire que là, on va dire qu'on va rentrer au mois de juin. Le prochain chèque qui va être débité va servir en fait à payer le mois d'août. Donc ils ont quand même cette sécurité-là de se dire que sur l'année, ils vont avoir un revenu qui va rentrer régulièrement et ils sont sûrs de ce revenu-là sur l'ensemble de l'année. Après, évidemment, on peut intégrer, enfin nous, on intègre d'autres personnes en cours d'année. Mais quand quelqu'un part, de toute façon, on lui menotte un peu les mains, mais ça, il l'a signé dans son contrat d'engagement. On lui menotte un peu les mains, on ne laisse pas partir les gens comme ça, sans qu'ils aient trouvé une solution de remplacement, parce que on ne veut pas rompre ce lien d'engagement solidaire avec les producteurs. Sachant qu'avant que je te passe la parole, Manu, ce qu'on peut compléter aussi, c'est qu'en fait, face aux aléas climatiques, que ce soit la sécheresse, que ce soit des tempêtes, de la grêle, etc., il y a aussi une solidarité qui s'installe entre le mangeur, les amapiens, on les appelle les mangeurs souvent, ou les amapiens, et la personne qui produit, où il y a la possibilité aussi d'aller aider, bien entendu, cette personne s'il y a besoin de ramasser en urgence. Mais il y a aussi l'entraide de dire, peut-être que mon panier à 12 €, j'aurai que 8 € de valeur cette fois-ci, parce que dans les champs aujourd'hui, il y a un enjeu, et peut-être que cet été, j'aurai 15 €. Donc il y a vraiment ce lien finalement humain aussi qui se noue sur son territoire avec quelqu'un, et on est dans cette solidarité extrêmement forte. Je confirme. Ok. Moi, je ne vais pas reprendre ce que tu as dit, puisque c'est exactement la même chose chez nous. Donc, on est à Saint-Augustin. Ce qu'il y a surtout aussi, c'est un lien dans le quartier assez important, avec des personnes de toute génération. Je trouve que c'est assez fort. On a commencé, on était une quinzaine. On est 150 familles. Ça fait à peu près 400 bouches à nourrir. On a à peu près 23 producteurs. Les produits sont assez variés, ça va des légumes, mais on a aussi des produits de beauté transformés. On a par exemple des produits asiatiques, puisqu'on a des producteurs qui viennent du Vietnam, qui font pousser leurs légumes et qui font donc des nems et tous les produits dérivés. On a des alcools, on a du vin, enfin on a tous les produits. La nôtre a une particularité, elle s'appelle Bio-Augustin, 100% des produits sont bio. C'est une exigence, on ne veut que du bio. Et on a trouvé des producteurs bio, donc autour de nous, les plus éloignés, enfin tout le monde est en Nouvelle-Aquitaine. Voilà ce que je peux dire de plus. Moi, j'aimerais que tu commentes une chose. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que beaucoup d'amapiens qui ont rejoint, finalement, sont surpris quand même par 2-3 trucs qu'ils n'avaient pas anticipés. Un premier truc, c'est le goût. Le nombre de gens qui m'ont dit « mais je retrouve le goût des tomates de ma grand-mère », enfin voilà, ce qui est quand même extrêmement important. Et c'est aussi une des motivations finalement de sortir d'une alimentation peut-être frelatée, toute préparée, et qui voilà. Et l'acte de manger est un acte dans lequel on met plus de conscience. Voilà. Un autre point aussi, c'est peut-être tout ce qui est autour des déchets.
Parce que finalement, quand on récupère ces légumes, ils ne sont pas suremballés. Ce n'est pas comme quand on va dans la GMS du coin où on achète 4 pommes avec un truc en plastique, cellophané, etc. Donc il n'y a pas de déchets. Il n'y a souvent pas de gâchis. Moi, j'ai souvenir d'une copine qui a mis 3 ans à rejoindre la MAP et qui témoignait en disant je sais où c'est produit et donc je cuisine tout. Il n'y a pas un truc que je vais jeter parce qu'on sait quand même que 30% de nos frigos finissent à la poubelle. Donc il y a quand même plein d'effets secondaires qui ne sont pas forcément anticipés quand on rejoint une AMAP. Il y a même des gens qui font des tartes avec les épluchures. On a découvert les recettes avec les épluchures, c'est très étonnant. Moi, j'avais interviewé une AMAP dans le 15e. Le producteur repartait avec le compost et tous les déchets végétaux de tous les AMAPiens qui collectaient et qui ne repartaient pas à vide, parce que c'est quand même du pétrole aussi de livrer, même si on a un point central où les gens se déplacent, souvent à pied ou en vélo, puisque l'idée aussi, c'est que si on reproduit le même système contre lequel on s'oppose, à savoir un système qui vit sur le pétrole, on n'est pas durable. Non, c'est Karine. Oui, on a fait une tentative effectivement de compost collectif qui a été portée par quelques adhérents. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais comme dans le cadre des budgets participatifs de la ville, il y a eu beaucoup de compost de proximité dans les quartiers. Je pense que c'est effectivement cet enjeu de collecte des biodéchets, de les sortir de nos poubelles grises destinées à l'enfouissement ou à être brûlées, c'est fondamental. L'enjeu, quand on a créé cette AMAP, c'était aussi d'être en circuit court, bien sûr, être en proximité, en circuit de proximité. Donc on fait venir des producteurs qui sont autour de nous, en région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est aujourd'hui, le constat, c'est que la culture bio en Nouvelle-Aquitaine, c'est à peine 12% de la surface agricole utile. Donc c'est peu. Mais pour que ça grandisse, il faut qu'il y ait des initiatives comme les AMAP, comme tout ce qui encourage à se nourrir différemment dans ces circuits courts et de proximité pour effectivement éviter tous les biais que l'on voit aujourd'hui et sur lesquels nous alerte le GIEC. Je pense que l'AMAP, c'est un formidable cadre à la fois pour renouer du lien avec les producteurs, parce que souvent, on ne sait pas comment est produit du lait, comment est produit un légume, et de pouvoir dialoguer avec eux chaque semaine, puisque toutes les semaines, on organise la distribution des produits, et on demande aux producteurs d'être présents pour échanger avec nos adhérents. Donc ça crée un lien bien particulier, et ça crée une prise de conscience. Un des exemples, c'est on a des producteurs de fromage de chèvre et de brebis. Et en fait, pour faire du lait, il faut que les bêtes, elles aient des petits. Et ces petits-là, aujourd'hui, il n'y a pas de filière. Ils sont envoyés dans des abattoirs, on ne les mange pas. Voilà. Et donc, notre productrice de chèvre, elle a dit, mais est-ce que vous ne voulez pas vous engager à m'acheter un chevreau sur la portée chaque année? Et c'est vrai que ça questionne de dire en fait comment on consomme, et un des enjeux qui est pointé aujourd'hui, c'est de baisser notre consommation d'œufs, de lait, notamment pour ces raisons-là. Donc la MAP, c'est vraiment un geste extrêmement militant parce que ça change le rapport à la nature. Et je pense que ça nous donne un pouvoir à la fois de redessiner des paysages autour de nous, parce que plus de biodiversité, parce que encourager une forme d'agriculture, et ça nous donne aussi un pouvoir de dire qu'est-ce qu'on veut manger et comment on veut le manger. Et plus on est nombreux dans cet engagement-là, plus c'est un signal qui est envoyé vers à la fois les agriculteurs, mais aussi les institutions politiques pour encourager ce type de pratique. Enfin, je pense qu'en Nouvelle-Aquitaine, où on est la plus grande région agricole de France, on ne nourrit pas les néo-aquitains avec ce qu'on produit, parce qu'on produit du maïs, du vin et des pains. Voilà, la cellulose. Donc, à moins que vous ayez envie de manger du maïs abrité sous des pins en buvant du vin, ça va être compliqué, quoi. Donc, si on n'arrive pas à encourager cette diversité de cultures
et encourager un changement de nos assiettes, de ce que l'on met dans nos assiettes. Et la MAP, pour ça, c'est un cadre assez éducatif parce qu'on comprend l'enjeu de pourquoi il faut manger moins de viande, pourquoi il faut manger plus de légumes, et non pas par la contrainte, mais par le dialogue en fait avec les producteurs qui vivent au quotidien ces contraintes-là et qui nous les font partager. Donc après, on est des relais avec nos enfants dans nos écoles, dans nos quartiers, pour porter ces paroles-là. Et c'est vrai qu'au démarrage de la MAP, on avait des gens que Manu allait chercher qui n'étaient pas du tout convaincus. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est pas qu'il y ait un entre-soi de gens qui se disent oui, il faut manger autrement, c'est faire venir des gens qui sont sceptiques, qui ont des doutes, et les faire cheminer en fait au travers cet engagement-là, qui est avant tout convivial, on est autour du manger. C'est des moments qui procurent du bien-être. C'est comprendre en fait où sont les enjeux au bout de sa fourchette, quoi. Merci beaucoup, Karine. Stéphanie, merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir remplacé Alain Roussel. Qu'est-ce que vous évoquent déjà ces premiers échanges avant qu'on continue dans notre propagande amapienne? En tout cas, merci de l'invitation. Et puis, bien sûr, Alain Rousset aurait été ravi d'être avec vous pour échanger. Alors, premier élément, j'ai retenu quelques mots. Enfin, tout est important. Mais ce que vous avez souligné par le rôle des AMAP, c'est on est dans créer du lien, on est dans une action éducative, une action de solidarité, et puis bien évidemment d'engager une transition, voire même, ce que soulignaient les jeunes tout à l'heure, une bifurcation. La politique régionale Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet, et oui, il y a beaucoup à faire, vous l'avez souligné, elle est ambitieuse parce qu'on a aujourd'hui une feuille de route qui s'appelle Néoterra, qui est autour, alors pas seulement de la question de l'agroécologie, parce que c'est un tout, c'est aussi des questions de santé, c'est des questions de mobilité, c'est une question de gestion de l'eau, de la biodiversité, vous avez parlé de viticulture, de maïs, c'est aussi la question des pesticides. Donc tous ces sujets-là, la région Nouvelle-Aquitaine s'en est saisie à travers une première feuille de route, donc Néoterra 11 ambitions, et puis maintenant il y en a une deuxième, donc je pourrais peut-être tout à l'heure rentrer un peu plus dans le détail, mais dans tous les cas, oui, chacun d'entre nous doit se lancer. Et si je prends par rapport à ma délégation qui concerne les questions éducatives, la question du manger, la question de qu'est-ce qu'on mange et manger autrement, moins de viande, vous l'avez évoqué, c'est aussi un souci notamment dans la restauration scolaire. Aujourd'hui, la gestion des lycées qui revient à la région Nouvelle-Aquitaine, l'ambition c'est 2030, c'est 2030 et c'est même 2025 pour aller vers 30% de bio dans les les scolaires. Excusez-moi, on parle bien de bio, pas de local, parce que nous, oui. on a des producteurs qui nous ont fait remonter qu'aujourd'hui, c'était essentiellement, les 20%, ce n'était que du local et absolument pas du bio. Alors, il y a un vrai travail, parce que justement, vous touchez du doigt la question de l'éducation, la question de la sensibilisation. Les jeunes, pour en partie, ils sont sensibilisés, on est bien d'accord, même si on l'a vu. Mais il y a la question, en fait, de la formation, de la sensibilisation aussi des personnels. Parce que quand on parle de restauration, par exemple, collective, et en particulier de restauration scolaire, on aborde la question des gestionnaires, on aborde la question des cuisiniers. Et par exemple, manger avec moins de viande, n'oublions pas qu'une partie, notre culture, c'était de se dire qu'il y a la viande et il y a le autour. Et c'est aussi changer ça. Il y a tout ce travail de formation par rapport aux commandes, du coup, qui se posent dans les établissements et les restaurations. En fait, on est confronté au même enjeu que le paysan. Moi, j'aime pas trop le chef d'exploitation, ni l'exploitant agricole, ni l'agriculteur. Je trouve que le paysan, il est relié à son pays et il a un lien avec son pays. Et je pense qu'on parle de territoire. Aujourd'hui, doit réapprendre son métier, en fait. Voilà, il faut changer, on va dire, le disque dur sur l'enjeu autour des cuisines et de restauration collective. Il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement des cuisines nourricières avec Gilles Davot, qui est à Nantes et qui forme énormément de cuisiniers qui ne sont plus des ouvreurs de boîtes, qui est quand même un métier assez restreint et assez peu intéressant, et qui deviennent des vrais cuisiniers, en fait, qui apprennent à cuisiner les féculents, à cuisiner les céréales et à savoir qu'on a des apports protéiniques qui sont possibles, autre chose qu'avec de la viande. Voilà, donc il y a aussi, je pense, tout un monde qui s'ouvre à nous, et c'est ça qui est chouette,
parce que les enjeux sont là, on les connaît, et qu'il suffit juste de les adresser. Alors moi, une des questions que j'ai quand même, puisqu'on est bien conscient que tout le monde ne peut pas être en AMAP, hein, s'il y a en France que 2000 AMAP, c'est bien qu'il faut d'autres circuits. Un des enjeux principaux, c'est quand même l'accès à des paysans qui produisent des produits. Donc, comment est-ce que vous avez, et les uns et les autres, dépassé cet enjeu-là, et quelles sont vos réflexions sur comment avancer, c'est-à-dire comment faire en sorte, même si, alors depuis les AMAP, honnêtement, il y a plein de systèmes qui existent, il y a les épiceries participatives, il y a les épiceries solidaires, il y a les boutiques de producteurs, il y a les marchés, donc il y a plein, donc on parle plutôt là de comment accéder à une alimentation locale, de saison, de qualité et bio, certifiée ou pas certifiée, mais en tout cas bio, rassurante, parce qu'on peut aussi travailler avec un producteur qui ne veut pas payer la certification, parce que pour lui c'est beaucoup d'investissement, mais que l'on sait, parce que ça repose aussi sur la confiance. Comment est-ce qu'on arrive justement à accompagner toutes ces personnes qui souhaitent manger dans ces conditions-là, qui ne souhaitent pas acheter de la bio qui est produite à l'autre bout du monde, qui a fait tant de kilomètres, qui a donc un impact CO2, qui a été ramassé à non-maturité, qui n'a pas de goût, voire qui est dégueulasse, et on nous dit la bio c'est dégueulasse. Ben oui, ils ont raison, sauf que ce n'est pas de cette bio-là dont on parle. Comment est-ce qu'on avance sur ce chemin-là? Je pense que c'est à tous les quatre que je pose la question, parce qu'on a tous des bribes de réponses. Karine, tu m'as l'air chaude. Non, mais moi, je trouve que c'est important de mettre en perspective dès le départ qu'un des enjeux et des engagements de la MAP, c'est d'assurer un revenu décent aux agriculteurs. Et ça, c'est aujourd'hui un énorme sujet. Il y a beaucoup d'agriculteurs, tu l'as dit, qui se suicident ou qui arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie. Et quand on Salaire moyen, MSA, 360 € par mois. Salaire moyen d'un agriculteur en France. Voilà, et c'est dramatique. Et donc, la loi Egalim a été censée réguler ça. C'est un échec assez cuisant quand même. Parce que la GMS s'est emparée de ça, elle a détourné. Et donc, avoir ce lien direct au producteur, on est sûr, moi je suis sûre que quand j'achète mon kilo de radis, tout l'argent que je donne, il va au producteur. Je nourris personne d'autre à mauvais escient dans la boucle. Donc, producteur qui par ailleurs a pu embaucher du monde et donc relocaliser, redévelopper l'économie locale. Et une économie locale. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très difficile, c'est l'accès à la terre. Parce que si ce n'est pas un héritage patrimonial, c'est extrêmement dur d'acheter la terre. On le voit, notre maraîcher va partir à la retraite. Il a 4 hectares et il ne trouve pas quelqu'un pour reprendre, et s'il arrête, il est obligé de... Ouais, voilà. La terre va aller au voisin. Et sur de et pour planter du pain. Enfin, alors qu'il a 4 hectares qui nourrissent 5 AMAP et des marchés. Et c'est complètement fou. Et en fait, il n'y a pas de jeunes qui veulent s'engager, il n'y a pas de... Et c'est compliqué. Aujourd'hui, je sais qu'en Gironde, ils essayent, à la ferme Nodris, en fait, un principe de régie, où c'est le département qui loue la terre, embauche l'agriculteur, en fait, qui travaille sur la terre. Il faut expérimenter d'autres modèles. Nous, on essaye de nouer ce dialogue avec nos producteurs pour savoir où sont leurs problématiques et comment on peut être aidant avec eux par nos réseaux, par des discussions. On essaye de débloquer des situations. Et donc, c'est aussi ce rôle-là. C'est pas simplement j'achète, je mange et c'est fini. C'est le lien concret. Et ça fait modèle, on a 2 AMAPiens qui sont devenus agriculteurs depuis qu'ils fréquentent la MAP. Donc c'est un pari très risqué. C'était des urbains qui connaissaient absolument rien à l'agriculture et qui se sont lancés. Donc ça commence, je trouve ça très courageux. Alors c'est clair que l'enjeu du foncier il est important, surtout que ça va principalement à l'agrandissement en général du voisin. Alors je tiens quand même à saluer l'énorme travail de Terre de Liens qui, depuis maintenant une quinzaine d'années, permet à des jeunes ou à des moins jeunes qui n'ont pas les moyens d'accéder à du foncier. Et des initiatives comme ça, il y en a plein d'autres. Donc je pense que le maraîcher, il ne faut pas le laisser abandonner sa terre. Et puis il y a des personnes qui veulent s'installer. Il y a des personnes qui ont vraiment envie de vivre de ce métier.
puisqu'on sait que le maraîchage en circuit court a une rentabilité et que c'est pas comme quand on a de l'élevage où on est dans une autre forme d'agriculture. Laure, est-ce que toi tu as des témoignages Ben moi je suis un peu moins optimiste que toi parce que le maraîchage en circuit court, moi quand je vois nos maraîchers, comment est-ce qu'ils souffrent, comment est-ce qu'ils travaillent et puis la vie personnelle qu'ils ont à côté, moi honnêtement je les plains beaucoup. Et puis alors il y a une chose que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à recruter. Il manque cruellement de main-d'œuvre. Et du coup, ben, à cause de ça, ça fait plusieurs fois là, qu'on n'a pas, qui nous ont pas livré de panier légumes. Bon voilà, on est aussi un AMAP pour ça, hein, pour accepter ces aléas-là. Mais je trouve que c'est quand même très grave d'avoir des maraîchers installés qui travaillent bien, proprement, qui en plus ont une politique salariale qui est honnête. Et ils n'arrivent pas à trouver personne qui veuille venir parce qu'effectivement, ben, il faut se baisser, il faut mettre les mains dans la terre, il faut travailler quand il fait chaud, il faut travailler quand il fait froid. Voilà, il faut travailler de temps en temps le samedi matin parce que à certaines saisons, ben, le samedi matin, il faut ramasser les légumes. Voilà, donc c'est quand même très très compliqué pour eux. Et avec ça, ils nous disent mais heureusement on a les AMAP. Parce qu'on sait que vous êtes là et on sait qu'on a voilà, une manne financière qui rentre, mais surtout on travaille pour vous. Voilà. Mais en même temps, les AMAP c'est très bien, mais notre couple de maraîchers, ils livrent 10 AMAP. Donc 10 AMAP, vous faites le compte. Hein. Ça veut dire que du lundi au vendredi soir, ils sont tous les deux en livraison autour de chez eux. Donc ça veut dire que la soirée, pour eux, elle démarre le soir à partir de 8h, à peu près, quand ils rentrent chez eux. Voilà. Et l'autre jour, du coup, notre maraîchère m'a raconté, il m'a dit, on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'on n'avait pas trop d'AMAP, est-ce qu'on n'en arrêtait pas une chacun? Donc ils se sont posé la question, ils ont dit, bon, toi, quelle AMAP veux-tu arrêter? Et en fait, ben, aucun des deux ne veut en arrêter une, parce que finalement, ben, même si il y a une petite contrainte d'être absent tous les soirs de chez eux, mais finalement il y a un lien avec les AMAPiens qui se crée. Il y a aussi la volonté de maintenir leur terre en exploitation et de bien travailler. Il y a aussi la volonté effectivement d'essayer de motiver des jeunes ou des moins jeunes à s'installer sur des terres, à les former pour qu'après ils puissent être autonomes. Voilà. Stéphanie, un petit commentaire, et puis après j'aimerais bien que Franck, qui est David. Oh, ça fait 3 fois que je demande ton prénom. Que tu témoignes sur cette question. Peut-être quelques éléments là aussi pour rebondir. La question aussi d'un métier. De métiers qui peinent à recruter. Ça touche là aussi peut-être une autre compétence que la région a aujourd'hui, et toujours dans le secteur de l'éducation, c'est la question de l'orientation. Et il y a un vrai travail aujourd'hui autour, il y a d'autres métiers, hein. On pourrait parler des métiers on parle de métiers du vivant, les métiers du care, de la santé, du soin, tous ces métiers qui aujourd'hui sont, on le sait, je veux dire, ils sont essentiels, ils sont clés. Et donc, il y a tout un travail, là aussi, à faire par rapport à cette transition et cette bifurcation. C'est aussi le rôle des lycées agricoles, là, qui sont aussi clés par rapport à ces jeunes qui vont effectivement constituer ces paysans de demain. Là aussi, on a un rôle important. Et puis, je reviens tout à l'heure aussi en complément par rapport à ce que je disais sur la restauration collective. C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu parce que c'est 25 millions de repas. Hein, donc, il y a la question du local. Et c'est vrai que... Alors, aujourd'hui, on a une association qui est là pour, en fait, justement, travailler sur ces questions locales. Mais c'est vrai qu'on peine, hein, et c'est une réalité. Mais il y a une vraie volonté d'être sur cette question du local et du bio. Merci. David, en tant que fournisseur d'AMAP, j'aime pas trop le terme fournisseur, on va dire. Est-ce que toi, tu pourrais nous témoigner sur justement ces enjeux autour d'un métier qui n'est pas forcément
convoité, de l'enjeu autour de l'accès au foncier qui est quand même une difficulté, et finalement de comment répondre à ces citoyens qui sont de plus en plus désireux de manger local, de saison, bio. Oui, pour nous, c'était une chance de rencontrer la MAP par Manu, parce que on travaillait... Pardon. Parce qu'on est filmé, en fait. Ouais, par des grossistes. Nous, on travaille essentiellement avec des grossistes. On produit du whisky en Nouvelle-Aquitaine, tout en bio. Et... Le cadrage. Et donc, on est ravis de pouvoir travailler en direct, mais ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas assez pour nous d'AMAP. Et puis, le but, c'est que ce soit le plus local possible. Le but de notre entreprise, qui s'appelle Vivant, c'est de développer des hectares en bio. Nous aussi, on pense que la première des choses à faire, c'est de développer le bio en local au maximum. Et on est, en fait... il y a très peu d'AMAP qui sont 100% en bio et qui pourraient nous permettre de convertir ces hectares. On garantit aux agriculteurs en fait le revenu qu'ils souhaitent. Nous, on n'a pas de terre justement, parce que j'ai pas de famille avec de la terre et on n'a pas de foncier. Et donc, on travaille avec des agriculteurs qu'on rémunère au prix qui veulent être payés. Donc, 100% en bio, bien évidemment. Mais c'est pas... Donc ils fournissent la matière première que tu transformes pour faire le produit fini. C'est ça. On plante aussi des genévriers pour le gin, on fait ramasser, mais ça coûte plus cher que d'acheter importé. Et quand on n'a pas de terre, effectivement, on essaie de travailler avec les agriculteurs et de les payer le prix qui est le bon pour eux, quoi. Le prix juste. Voilà, c'est ça. Avec en ce moment une difficulté avec la montée en puissance d'un label qui s'appelle HVE. Haute valeur environnementale. Haute valeur environnementale. J'ai assisté à, donc, il y a une association qui s'appelle Le Basique qui fait des études et des analyses en fait sur l'impact environnemental des labels et surtout comment les labels répondent aux différents impacts socio-économiques et environnementaux. Et les gens, en fait, petit à petit, dévient du bio, certains, pour ce label qui ne garantit, c'est des textes qui ne garantit absolument rien au niveau de la non-utilisation de cancérigènes, mutagènes et réprotoxiques. Donc nous, on essaye de se faire connaître, on reste 100% bio bien évidemment, mais il y a, disons, un lobbying vaste et large qui incite les gens à se verdir avec tous les moyens possibles que les gouvernements mettent à leur disposition. Comme les jeunes disaient, on repeint les murs en vert. Oui, voilà, exactement. Voilà, il nous reste quelques minutes. Merci beaucoup, David. Il nous reste quelques minutes pour prendre une ou deux questions. Donc, mais un débat 100% participatif, surtout, et de proximité. Alors, merci déjà de toute la somme d'informations que vous avez données. Je pense qu'on utilise maintenant le temps. Vous avez des questions, vous avez peut-être des expériences. Les jeunes ont été interpellés, puisqu'on a beaucoup parlé de ce qu'on mange dans les lycées. Qui ose poser cette première question? Autrement, on passe tout de suite à la deuxième question. Quelqu'un ici. Vous vous présentez si vous voulez. Bonjour, Didier Lebray, je suis consultant. D'abord, merci de toutes ces infos qui sont extrêmement précieuses et enthousiasmantes. Vous avez eu raison de démarrer sur ce film qui montre que voilà, une des solutions, c'est aussi l'engagement des jeunes. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, alors vous auriez pu aussi montrer le contradictoire, c'est à la réponse du président d'AgroParisTech, qui a fait part aussi de sa déception de voir que des jeunes qui ont été formés à des métiers qui peuvent changer de l'intérieur, ce que vous avez raison en partie de dénoncer. Mais est-ce que la solution, c'est pas aussi d'être à l'intérieur du système, plutôt que de voir des gamins devenir apiculteurs, cultiver leur jardin, etc., ce qui est merveilleux, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce potentiel qu'ils ont aujourd'hui, il faut qu'ils le mettent aussi au service de ce qui peut transformer à une grande échelle l'agriculture, à travers sans doute ce qu'aujourd'hui, ce qui a encore un potentiel de transformation important? Alors, nous, on a eu à un moment donné du pain qui était fourni par une paysanne boulangère en Gironde. Et effectivement, elle avait fait agro. Et je pense que agro lui a... Enfin, elle était déjà issue de la terre, puisque ses parents avaient des terres et cultivaient des céréales. Elle était déjà issue de la terre, elle a fait agro. Et je pense quand même que ça lui a apporté énormément. Alors, c'est vrai qu'effectivement, moi, je comprends tout à fait le discours des jeunes d'AgroParisTech. Je ne suis pas à les soutenir, mais en même temps, j'entends tout à fait votre réflexion. Il faut, je pense, pour pouvoir déserter,
il faut avoir des connaissances fiables et solides. Voilà. Alors, il y a 15 jours, j'étais avec Marc Dufumier, qui est professeur émérite, qui s'occupe de la chaire d'agroécologie agroparitaire, qui, dès que les élèves ont à peine commencé à dire 3 mots, forcément, il recevait 25 textos pour lui dire « c'est encore des élèves de ta chaire, c'est toi qui les as pervertis ». Moi, ce que j'adore dans le discours de Marc, que je connais depuis des années, c'est que tout jeune, à 20 ans, il était allé à Madagascar, il s'est retrouvé avec des paysannes malgaches qui lui ont expliqué qu'en gros, il avait à peu près rien compris à l'agronomie. Et qui lui a expliqué l'intelligence du vivant et comment, voilà, en observant et en comprenant, on allait faire autrement. Donc voilà, changer le système de l'intérieur. J'ai la question à peu près tous les week-ends. Le week-end dernier, j'étais à Saint-Jean-de-Luz, c'était la même question. Moi, j'y crois pas, en fait. J'y crois pas. Je pense que le système est beaucoup trop bien ficelé et perverti. Et moi, ce qui m'importe, en fait, et là, je parle en moi, c'est l'équilibre et le bien-être aussi humain. C'est-à-dire que je pense que ces jeunes vont se réaliser en étant qui ils doivent être et en étant en alignement, et que aller changer le système, moi j'ai travaillé longtemps dans les entreprises, ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément de combat. Et quand on est une femme, beaucoup de combats avec les hommes, je suis désolée. Et voilà, et je pense que si eux, ce qui les appelle aujourd'hui, moi ce qui m'inspire beaucoup, c'est qu'ils se mettent beaucoup en association, c'est-à-dire qu'ils se mettent beaucoup ensemble. Il y a plein de collectifs qui se créent, notamment dans le Limousin, où ils sont 8. Alors il y en a un qui est apiculteur, l'autre qui est paysan boulanger, l'autre qui est maraîcher, l'autre qui fait des plantes aromatiques, etc., etc. Voilà, après, peut-être que quand ils auront été au bout de leur utopie, ils reviendront dans l'industrie, qu'ils essaieront de changer. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie de les encourager à faire ça. Et c'est vrai que donc, dans 2 semaines, vous aurez le festival Biotope. On va projeter le samedi 11 juin un film qui s'appelle Rupture d'Alain Gosset, qui fait le parcours de 6 de ces jeunes, alors qui n'ont pas fait AgroParisTech, mais qui ont fait d'autres écoles. Et en écho, moi je travaille pour Actes Sud, on a sorti un livre qui s'appelle Basculons, où 18 jeunes témoignent de leur bascule. Voilà, parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, l'enseignement qui leur est donné n'est pas en phase avec les urgences. Et quand on leur demande mais comment vous vous projetez, etc., ils disent mais moi je ne me projette pas, je veux ni la voiture particulière, ni la maison individuelle, ni avoir des enfants. J'ai 25 ans et je vois bien que les enjeux aujourd'hui ne sont pas adressés, et donc je veux vraiment mettre mon intelligence au service de ce que je pense pouvoir faire. Et à la fois, c'est pas leur responsabilité, c'est pas eux qui ont quand même dézingué cette planète. Vous avez parlé de producteurs, de consommateurs, maintenant de politiques et de différents acteurs. Mais je voudrais vous demander aussi si ce ne serait pas le rôle aussi des scientifiques, des chercheurs et aussi des industriels d'apporter des solutions techniques, technologiques et chimiques, parce que la chimie, c'est pas un gros mot, c'est une science aussi, pour maintenir des rendements suffisants dans un certain respect de l'environnement et amener une échelle, amener à plus grande échelle ce dont vous parlez. Alors, pour te répondre, Capucine, la chimie ne nous a pas encore sauvés. Il y a des agriculteurs qui sont des gens qui expérimentent tous les jours et qui finalement trouvent des solutions. Nous, on a sorti un livre au Rouergue sur les litières forestières fermentées, qui sont des micro-organismes efficaces qu'on a découverts à Cuba. Cuba a été un pays qui a été longuement fermé, comme vous vous souvenez, et ils ont dû inventer finalement et faire avec ce qui existait. Et donc ces litières forestières fermentées, qui sont extrêmement faciles à faire, qui ne coûtent rien et que l'on a en toute autonomie, permettent de remettre de la vie dans les sols, de remettre de la vie dans les mares. Et voilà, et moi je suis plus confiante dans le fait que ces praticiens de la terre et du vivant nous apportent des solutions plutôt que encore d'aller chercher des béquilles chimiques qui nous mettent sous perfusion, qui nous endettent. Et voilà, mais peut-être vous avez, Karine, tu as peut-être un commentaire à faire aussi sur le rôle de la chimie dans cette agroécologie du 21e siècle dont on nous parle tant, la 3e révolution agricole. Oui, je pense que c'est commun, en fait, dans les écoles d'agriculture et à l'école en général, on réapprend le vivant. C'est-à-dire qu'on a décorrélé l'agriculture du vivant, alors que, voilà, on est la nature, on en fait partie, et renouer ce lien-là,
renouer de la confiance autour de ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, les enseignements, et je pense que c'est là où la région a certainement un rôle à jouer dans les lycées agricoles et le SUP-agro qu'on a à Bordeaux, etc., c'est qu'est-ce qu'on enseigne? On n'enseigne pas l'agrobiologie ou à la marge. Et le problème est bien de ce passage à l'échelle, comment on passe d'une surface de moins de 12% à une surface qui puisse nourrir tous les gens du territoire et d'ailleurs en santé. Et de lier cette question de la santé de la nature, la santé de l'humain et la santé des animaux, c'est fondamental. Donc il y a, à mon avis, à revoir le logiciel, effectivement, de qu'est-ce qu'on enseigne et comment on dialogue avec les citoyens qui sont des acteurs politiques du quotidien par la façon dont ils mangent. Je suis en alternance et je travaille dans une entreprise qui fait des produits biologiques et naturels en grande culture et pour les animaux d'élevage. Et c'est bien, je suis d'accord, tout ça, le chimique, c'est pas la solution, etc. Mais en faisant des recherches, parce qu'on fait de la recherche et du développement aussi, pour du zéro pesticide en viticulture, mais tout ça, ça coûte très cher. C'est pas abordable pour tout le monde. J'ai fait le choix, moi, de réussir à trouver un agriculteur pour acheter des colis de viande bio directement auprès de lui. Mais tout ça, c'est vraiment pas abordable pour tout le monde. Ça coûte vraiment cher et c'est compliqué à mettre en place sans être accompagné correctement. Tu as raison, mais malheureusement, je demanderai aux autres s'ils sont d'accord avec moi, c'est le vrai prix des choses. Aujourd'hui, on nous a vendu des trucs pas chers qui n'étaient pas bons. Et c'est pas cher parce que c'est pas bon. Parce que c'est mal produit. Moi, je te dessine un caillou, je le fais en couleur steak haché, je vais te le vendre à 1 €. Ça sera moins cher que de la vraie viande. C'est pas le vrai prix des choses, je suis d'accord. On nous a habitués, ce n'est pas le vrai prix des choses. Après, je suis désolé, sans être... On met notre argent, comme disait Françoise, on achète des smartphones, enfin, certains... dire, je sais que c'est difficile de vivre sans, mais ce qui te nourrit te fait vivre. Donc... Je suis d'accord, mais en étant jeune, en voulant faire cette démarche de faire mieux, on va dire, même en faisant des recherches, etc., en essayant de mettre en place des choses, des essais à plus ou moins grande échelle, etc., pour trouver des solutions contre les maladies qui sont présentes, etc., c'est compliqué parce que ça coûte cher aux entreprises. Il n'y a pas forcément les aides nécessaires derrière pour pouvoir suffisamment pousser les recherches à notre échelle, en fait. Et donc, c'est compliqué de ce point de vue-là. Merci pour la question. En fait, il y a 2 questions dans la question. Pour moi, il y en a une qui est en effet comment est-ce qu'on accompagne les entreprises qui souhaitent être plus vertueuses et qui souhaitent se passer d'un modèle qui les a pas amenés là où il faut qu'on aille. Donc voilà, là j'ai envie de dire, posons la question aux politiques de l'accompagnement. Enfin, moi j'ai une vraie question sur l'accompagnement. J'avais prévu de la poser à Alain Roussel sur l'accompagnement à la reconversion de nos agriculteurs conventionnels qui se sont endettés, donc qui sont dans un modèle économique qui ne fonctionne plus, et comment on fait pour les aider. Et dans ta question, il y a une deuxième question pour moi, c'est toi en tant que jeune qui a peut-être 20 ans ou 21 ans, ma fille est en alternance, elle a 21 ans, il y a un système qui s'appelle le réseau VRAC, qui a été créé par Boris Tavernier à Lyon. Aujourd'hui, pour les étudiants, il y a une dizaine de villes en France où ça existe, vers un réseau d'achat, je sais plus... et en fait, si tu veux, il y a un accès à une alimentation de proximité de saison bio à prix coûtant qui a été faite exprès pour... voilà, parce qu'on rigole sur l'achat du smartphone, mais les gens qui n'ont vraiment pas d'argent, ils ne se posent même pas la question du smartphone. Voilà, donc il y a vraiment la possibilité aujourd'hui de s'approvisionner autrement. Ensuite, la question de la viande, peut-être qu'il faut en manger un peu moins. Voilà, si on mange riz et lentilles, 2 tiers, 1 tiers, on a l'apport protéinique dont on a besoin. Pois chiches, voilà, qui est aussi produit localement. Moi, j'habite dans le Gers. Dans le Gers, on a plein de cultures comme ça qui ont été remises en culture. Voilà, je pense qu'il y a... Mais on peut en parler après. Je pense qu'il faut qu'on vous laisse la scène, parce qu'il est 11h09. On a commencé un petit peu en retard, mais voilà, je tiens à remercier Karine, merci. Manu, Stéphanie et Laure pour votre intervention. Merci à vous. Beaucoup. C'est un combat. Merci.